Et pas le temps de jouer, épisode 10, bonjour. Alors, pas le temps de jouer, c'est le podcast des explorateurs du backlog. Donc on fait les jeux qu'on n'a jamais eu le temps de jouer, et puis on vous dit si ça mérite d'être joué. Donc on fait le boulot pour vous, pour ceux qui n'ont pas le temps de jouer. Et comme toujours, je suis avec mon acolyte Bruno. Comment tu vas bien ? Écoute, très bien. Et toi ? Bah écoute, comme d'habitude, c'est toujours le podcast du thé. Donc là, je suis malade en plus, donc c'est le thé miel citron. T'as mis le citron, d'accord. Ouais, donc si jamais j'ai une voix un peu, je parle encore plus du nez que d'habitude, ou je me mets à tousser, il y a envie d'avoir mes poumons qui sortent, c'est normal, vous inquiétez pas, je couperai au montage. J'essaie de survivre, je fais ça pour vous. Donc ce mois-ci, on va parler de deux bons jeux, a priori. Tu vas nous parler de Dead Cells. Oui, à l'occasion de la sortie du premier DLC payant. Bah écoute, super, tu vas nous raconter tout ça, plus en j'ai joué aussi. Et moi je vais tout parler de Ori and the Blind Forest à l'occasion prochaine de la sortie de sa suite Ori and the Will and the Wisp. Ça va débattre, je pense. Ceci dit, je vais revenir, je pense, sur certaines choses que je t'avais dit en off avant. J'ai plutôt bien aimé, enfin bon bref, on va en parler. Écoute, ouais, on va en parler. Écoute, je crois que c'est parti. C'est parti. Et alors, pour ce premier jeu, Bruno, tu veux nous parler d'un jeu fait par mes voisins très proches de chez Motion Twin, Dead Cells. Oui, Dead Cells, ouais. Dead Cells. Donc, Dead Cells, c'était une proposition, quand il a été annoncé, d'un Metroidvania roguelite. Alors, c'est deux genres de jeux qui, normalement, sont pas très faciles à mélanger. Voire réputés quasiment impossibles, d'ailleurs, à mélanger comme genre. Oui, c'est-à-dire que t'as quand même le roguelike, c'est quand même un jeu de répétition, tandis que le Metroidvania, c'est un jeu qui est censé être de progression et d'amélioration des compétences. Pourquoi quand même, ça peut se croiser quand même pas mal quand même. Ouais, mais il y a surtout une question d'exploration et d'apprentissage du monde, donc ce qui est pas trop compatible avec de la génération procédurale en fait. Voilà, par contre pour rendre tout ça intéressant. Et au final, moi je trouve que Dead Cells c'est quand même assez détaché du côté Metroidvania, j'y reviendrai un peu en détail dans le déroulé. Vas-y, développe. Mais c'est plus un gros jeu d'action avec quelques éléments empruntés au Metroidvania, mais voilà, on est sur un jeu de plateforme action en 2D. Alors généré, comme je disais, avec des niveaux générés aléatoirement, avec une mort définitive, quand on se fait avoir, voilà, et une progression. Au fur et à mesure de ses morts, on conserve une partie de sa progression, donc en fait des cellules, et on débloque des nouvelles armes ou ce genre de choses qui seront proposées dans les runs suivants, de façon aléatoire. Et Dead Cells, dit comme ça, on en a quand même un paquet de jeux du même genre. Mais là où il se détache, alors c'est déjà graphiquement, c'est un jeu qui a un parti pris graphique que moi je trouve super chouette, avec des couleurs qui pètent, avec vraiment des ambiances très travaillées, des jeux de lumière, c'est de la 2D, mais vraiment de la 2D très... avec vraiment beaucoup de lumière, et de couleurs. On peut le dire, sache à toi. Ah ouais, c'est même presque agressif, des fois, c'est même des couleurs qui des fois vont pas très bien en vente, c'est presque de mauvais goût par moment, dans certains jeux d'association de couleurs, mais moi je trouve que ça lui donne quelque chose qui est vachement chouette. Et vraiment, avec des identités dans chaque niveau qui sont très marquées et très, très propres, qui fait que vraiment il y a une dominante de couleurs dans chaque niveau, on sait tout de suite où on est, c'est vraiment très agréable à ce niveau-là. Pour situer un petit peu quand même, pour les gens qui connaisseraient pas, c'est pas du pixel art, mais c'est du pixel très détaillé. Bah ouais, alors ça c'est dans leur principe de production, ils ont fait des modèles 3D qu'ils ont rendus en très basse résolution. Et du coup ça donne pareil quoi, ça donne un espèce d'effet un peu bizarre. Un petit cachet pixel un peu, ou effectivement comme si on avait du 800-600 grossi, c'est... Voire moins même. Moi j'aime bien. Mais
Mais ouais, non, bah, les animations sont super fluides. Déjà, c'est ça qui est génial. Mm. Euh, et donc on n'a pas un effet pixel art, on a une patte graphique qui est assez exceptionnelle, quoi, que j'ai pas retrouvé trop ailleurs et que je trouve vraiment, vraiment très agréable. En plus, ça pète en termes de particules, il y en a partout, il y a des effets de lumière partout, il y a des effets de... même si c'est de la 2D, il y a des effets de texture 2D qui font qu'elles elles vont pas choper la lumière de la même façon, elles chopent des lumières... Enfin non, c'est vraiment, vraiment, vraiment très travaillé. Et c'est vraiment un jeu qui est très agréable visuellement. Ça, c'est vraiment la première chose. Et puis ensuite, eh ben, ce que tu ressens manette en main au bout de 15 secondes, quoi, c'est un feeling dans ce jeu de maniement du personnage qui est extraordinaire. C'est un des jeux les plus fluides dans son action auquel j'ai joué. C'est très rapide, très nerveux. Ah, il y a de la patate, hein. Il y a une patate, voilà, il y a un feedback dans les coups, qui est incroyable. Et puis surtout un truc tout bête, hein, c'est un jeu qui a pris le parti d'avoir une espèce de roulade complètement cheatée. C'est la roulade la plus hallucinante que j'ai vue dans aucun jeu, enfin dans tout le... On peut la faire n'importe quand, on peut la faire en l'air, on peut la faire... Elle annule tout. Elle vous rend invincible pendant tout le temps de la roulade. Ce qui fait qu'en fait, ça donne vraiment des combats où on donne 2 coups, hop, une petite roulade, on passe de l'autre côté, on enchaîne. Et c'est vraiment un jeu qui est vraiment un feeling de combat comme ça qui est vraiment très agréable. Mais ça suffirait pas. Alors, ceci dit, d'ailleurs, je vais faire une petite aparté sur l'histoire de Bien sûr. un peu du rendu des coups, etc. Moi, quand j'ai joué la première fois, j'ai trouvé ça sympa. Mais c'est surtout, il y a un moment, en fait, il y a une espèce de expansionnalité en fait, de l'armement qui fait que la patate, elle est démultipliée dès que tu commences à avoir des bonus sur certaines de tes armes. Et c'est très, très jouissif, on va dire. En fait, c'est sûr que le premier run, quand t'as juste une épée rouillée et un bouclier en bois, tu le sens pas particulièrement, quoi. Il te faut 10 coups pour tuer les ennemis, voilà. Mais c'est vraiment les tout premiers runs, c'est juste là pour apprendre à manipuler le personnage, et puis surtout pour connaître les patterns des ennemis, parce que c'est pas un jeu qui pardonne beaucoup. Ouais. Même si ça, je vais y revenir, parce que c'est un jeu qui a eu plusieurs vies et qui a été rééquilibré plusieurs fois, y compris après sa sortie. La darksulisation du jeu vidéo. Oui, mais c'est un jeu que j'ai acheté à sa sortie, moi. Oui, moi aussi. J'avais t'as pas fait l'early access. Non, j'avais pas fait l'early access, ou très peu. Je crois que je l'avais peut-être acheté un peu avant. Sur PC, je l'avais acheté avant. Mais je l'ai racheté le jour de sa sortie sur Switch. Et même après coup, je crois que 6 ou 8 mois après, ils ont sorti un gros patch qui a clairement nivelé la difficulté par le bas. Et qui m'a permis de nettement plus avancer d'un seul coup, alors que voilà, j'étais rouillé. Je le trouve assez dur quand même. Bah, il est toujours dur, mais le premier run dans le mode de difficulté normal est beaucoup moins exigeant que ce qu'il avait pu être au départ. Probablement pour pas décourager les joueurs, parce qu'en fait, voilà, le premier niveau de difficulté, c'est vraiment le tout début du jeu, quoi. Il y en a 5 derrière qui attendent, et même quand on a fini le jeu une première fois, on n'a pas vu ni tous les biomes, ni tous les ennemis, ni toutes les armes. Enfin, on est très très loin d'avoir tout fait. Mais ouais, c'est un jeu qui pardonne pas, c'est-à-dire que les ennemis arrachent vraiment la barre de vie en 2-3 coups, donc il faut absolument connaître tous les types d'ennemis, tous leurs patterns. Mais c'est un jeu qui reste toujours lisible, les ennemis, leurs attaques sont très téléphonées, il y a toujours un moment où on voit quelle attaque il prépare, comment il la prépare, et voilà, il faut juste la connaître, il faut se la prendre 1 ou 2 fois dans la tronche, pour comprendre que non, là on fait une roulade de tel côté ou de tel côté, ou ça c'est une attaque de zone, c'est pas une attaque de zone, il vaut mieux fuir, et ainsi de suite. Tu vois, c'est là que je disais, quand je disais un peu en façon rigolant sur la Dark Soulisation, mais c'est impressionnant comme Dark Souls a une influence, je pense, sur beaucoup de jeux vidéo, puisque maintenant cette logique d'avoir des ennemis avec des patterns où tu es capable en fait de lire les attaques qu'ils vont faire, c'est typique de Dark Souls, et il a une influence assez impressionnante quand même. Ouais, alors c'est quelque chose qui a toujours existé dans le jeu vidéo, mais qui a été réellement gravé dans le marbre, quoi, et surtout qui a été intégré par plein d'équipes de développement qui n'avaient pas forcément conscience, qui le faisaient peut-être presque d'instinct, je pense. Enfin, sûrement, certains en avaient conscience, hein, mais ce qui fait que dans Dead Cells, ça a vraiment été recherché, ce qui fait qu'il y a toujours ce plaisir de lisibilité, et quand on se sort d'une situation où on a massacré 50 mecs d'un coup en esquivant tout, etc. Enfin voilà, c'est génial, quoi. Sachant qu'en plus, comme je disais, il y a vraiment un feedback sur les coups, sur les monstres qui explosent, qui sont vraiment gratifiants. Et puis c'est un jeu qui est vachement intéressant aussi, vu le nombre d'armes qu'il a, qui sont toutes différentes, avec chacune pareil des timings d'action différentes. Il y a certaines armes qui sont
qui demandent une maîtrise pas possible, je pense aux fouets par exemple, Ouais. qui sont super sympas à jouer, mais qui sont hyper difficiles à maîtriser. Et c'est un jeu qui, moi, m'a fait jouer bouclier, parce que d'habitude, dans ce genre de jeu, je joue jamais. Et pareil, il y a vraiment un côté super agréable dans les boucliers où tu dois contrer au bon moment, le bon timing, mais c'est vraiment bien fait et c'est vraiment agréable à maîtriser, quoi. Et une fois que t'as le coup, tu te sens vraiment valorisé et c'est pas juste de la défense. Le bouclier a une vraie valeur dans ce jeu-là d'assaut et tu t'en sers tout le temps. Enfin, moi, je sais que j'ai fait des runs complets bouclier avec beaucoup, beaucoup de plaisir. Sans compter les compétences secondaires que tu débloques au fur et à mesure. Et puis voilà, c'est un jeu qui t'en donne tout le temps, il y a toujours des petites choses à débloquer, des nouvelles armes, des nouveaux trucs, des améliorations permanentes, enfin il y a toujours, on a toujours l'impression de progresser. Ce qui fait que moi j'ai fait 120 heures dessus, et au bout de 120 heures, j'avais encore pas tout débloqué dans l'arbre de technologie, quoi. Euh, C'est un peu la base du roguelike. Hein. c'est la base du roguelite, ouais. Après, moi, je suis pas très bon dans ce genre de jeu, typiquement. Moi, j'ai beaucoup de mal à finir en mode de difficulté 2, donc sur 6, tu vois. Ouais. Voilà. J'ai encore de la marge de progression. Par contre, voilà, c'est un jeu qui se prête. Moi, j'y joue principalement sur Switch. J'ai essayé sur PC, et moi, sur PC, j'ai beaucoup plus de mal. Par contre, sur Switch, c'est vraiment le jeu, on fait un run, on meurt, on recommence, enfin, ça se prête très très bien à la console, c'est très lisible sur l'écran de la Switch. Et il avait des petits problèmes de performance au lancement que moi je n'ai plus, ou que je ressens plus du tout aujourd'hui. Et c'est vraiment très agréable à ce niveau-là. Donc c'est un jeu, je sais pas si je le conseille à tout le monde, parce qu'il faut quand même être adepte du platformer action, quoi. Oui. C'est très nerveux, c'est très exigeant malgré tout, et ça peut, si on n'est vraiment pas fan du genre, c'est pas celui-là qui va vous convaincre. Mais c'est un jeu qui est à faire, quoi. Si on est un peu amateur de trucs, c'est vraiment sympa, quoi. Surtout, c'était la très grosse surprise parce que quand il est sorti en Early Access, ça a eu un succès quand même qui était inattendu. Bah, le studio a très bien géré sa communication là-dessus. Hein. Quand t'as un bon jeu qui a un très bon feeling et que derrière ils arrivent à communiquer dessus de façon intelligente et à fédérer progressivement une communauté sans trop en faire, enfin voilà, en restant humble, etc. Ça a cartonné. Et effectivement, ça a complètement cartonné. J'ai vu les derniers chiffres de vente. Pour un studio indépendant, c'est complètement fou. Je crois qu'ils en sont à 3 ou 4 millions. Oui, non, je sais plus, oui, mais effectivement, c'était au moins 2 ou 3 millions minimum. Ah, ça a été 2 millions, ils ont dépassé 2,5 millions il y a un an, oui. donc voilà. Alors la dernière extension, j'y ai un peu joué, elle rajoute des biomes et des boss. Voilà, c'est un rajout, quoi. Pour l'instant, j'ai pas été. J'aime bien les boss, j'aime bien le design des nouveaux ennemis, ils ont rajouté quelques trucs sympas. Mais c'est pas non plus une révolution et ça change pas du tout le jeu, quoi. C'est vraiment un add-on à l'ancienne, on vous en met plus et puis. Après, voilà. C'est un add-on pas cher. Ah non, c'est un add-on à 5€. Sachant que le jeu de base est pas non plus excessif, hein, on le trouve à 20€. Je crois 25 sur Switch. Et il est régulièrement en promo, donc il faut pas. C'est vraiment. Il était en promo d'ailleurs pour la sortie du DLC. Donc on pouvait avoir le jeu plus. Voilà. Et même c'est le premier add-on payant, mais ils en avaient déjà rajouté un qui ajoutait pas mal de choses avant ça, et qui lui avait été complètement gratuit. Donc c'est un jeu qui est assez suivi, et ils ont prévu de le suivre sur le long terme. Ils ont créé le studio s'est séparé en deux, et il y a une partie qui est restée pour faire la continuité de Dead Cells, et le studio d'origine est parti faire d'autres projets derrière. Donc ouais. À suivre sur le long terme. 25€ sur Steam. Voilà. 25€ sur Steam, voilà. Ça fait 30€ avec l'add-on. Je vais même pas regarder, mais il doit y avoir un package, oui, voilà, de toute façon. C'est vraiment pas excessif, quoi. Non, pour la qualité du titre, ça les vaut largement. Oui, tout à fait. Et comme je disais, ouais, c'est un... Ouais, voilà, c'est du feedback instantané. J'ai pas grand chose à dire, le scénario est débile. C'est pas un jeu que tu vas jouer, c'est pour le scénario, c'est un roguelike, donc... Oui, et puis il se prend pas au sérieux, il y a un côté même où il brise un peu le quatrième mur régulièrement à faire des vannes... ton perso fait des vannes débiles sur tout ce qui se passe autour de lui. Voilà. Le seul petit reproche éventuel que j'ai à lui faire, c'est un truc débile. C'est le dernier pouvoir que tu le débloques en butant le boss de fin, et vu que ça m'a pris à peu près 100 heures pour y arriver, j'ai toujours pas le réflexe de jouer avec ce pouvoir, parce que quand t'as passé 100 heures sur un jeu, tes réflexes ils sont là. Oui. Ils sont gravés dans tes doigts, et c'est un pouvoir qui est très intéressant, mais que je n'utilise du coup jamais, alors il faudrait que je l'utilise beaucoup plus. Donc c'est ma prochaine étape, c'est essayer d'apprendre à me servir de ce truc-là. Voilà. C'est à peu près tout, et sinon, comme je disais, c'est vraiment le côté Metroid qui avait été vendu
est un peu abusé, c'est-à-dire que le Metroidvania, c'est juste tu vas débloquer des capacités qui te permettent d'accéder à des nouveaux biomes. C'est une façon pour eux de contrôler la progression du joueur et pas l'envoyer dans des zones hyper dures dès le départ. Surtout que mais en fait, la progression est assez linéaire en plus. Hein. non, tu peux choisir des embranchements en fait, Ah ouais. assez rapidement. Ouais, en gros, J'avoue, T'as pas beaucoup joué, toi. j'ai pas beaucoup joué, non, parce que j'ai du mal à rentrer Non. dedans et bon, voilà. Ben en fait, t'as une succession de niveaux, et très vite, en débloquant des nouveaux pouvoirs, tu vas pouvoir débloquer des embranchements. Donc t'as certains passages un peu obligés, certains boss, et voilà, mais tu peux vraiment choisir de passer par un chemin ou un autre. Mhm. Et du coup, c'est des runs qui sont complètement différents, hein. C'est parce qu'il y a vraiment des niveaux avec des twists vachement intéressants, genre un niveau où tu as des dégâts en permanence, tu es obligé d'allumer des torches pour faire des zones des safe spots, en fait, où quand tu es dans la lumière, tu prends pas de dégâts, ce genre de choses, quoi. Et c'est des passages que c'est toi qui choisis d'y aller, parce que tu connais les embranchements et tu as le pouvoir spécial qui te permet d'atteindre ce truc-là. Et donc, alors qu'au début, non, quand t'as aucun pouvoir, le chemin est prédéfini. Et tu fais niveau 1, le D'accord. niveau 2, dans un certain ordre, et t'as pas le choix, et ensuite tu peux tout péter. Et plus ça va, plus tu peux carrément tout péter. T'as des raccourcis sur la fin, où tu peux changer des... Enfin, t'as des portes qui s'ouvrent dans différents niveaux de difficulté. Non, à ce niveau-là, il est intéressant. Mais dire que c'est un Metroidvania, c'est faux. C'est un jeu d'action un roguelite très bien conçu. Voilà. C'est tout. D'accord. Ok, bah écoute, merci Bruno. Du coup, tu le conseilles? Ah oui, je le conseille à tout le monde. Mais comme je dis, je crois. Alors, il y a une démo. Non, il n'y a pas de démo, je crois, sur celui-là. Il me semblait qu'il y en avait. J'en avoir vu une. Mais c'est un. À moins d'être, comme je disais, vraiment réfractaire au jeu de plateforme action, c'est vraiment un jeu qui est sympa. Et même si toi, tu n'y as pas passé très longtemps, mais t'as dû y passer quand même une petite dizaine d'heures, quoi, j'imagine. Ouais, un peu moins, je pense, mais voilà, j'ai joué suffisamment Voilà. pour me rendre compte de la qualité du titre. C'est Après, ça. je suis pas forcément client de ce type de là, je suis plus roguelike que, effectivement, que le côté action platformer. Mais Mhm. je reconnais les qualités du titre, bien sûr. Ah oui, oui. Ouais, puis je veux dire, c'est un Et d'ailleurs, il y a bon un, exemple d'un jeu AD. il y a un point que tu n'as pas parlé, c'est aussi la structure aussi de chez Motion Twin, qui est assez quand même particulière en termes de studio, Oui. avec leur logique un peu coopérative. Bah c'est une coopérative, Voilà. c'est même pas une logique un peu coopérative, c'est un studio communiste. Ils sont tous au même salaire, ils ont tous le même droit de vote sur toutes les décisions importantes de la société, et d'ailleurs c'est pour ça qu'ils sont scindés en deux pour gérer l'après Dead Cells. C'est qu'ils le disaient eux-mêmes, c'est pas une structure qui est viable à plus de 10-15 personnes, quoi. Oui, bien sûr. Donc ils pouvaient décemment pas continuer comme ça. Oh. Mais voilà, donc c'est un jeu de communiste et c'est très bien comme ça. Ok, bah écoute, c'est un jeu validé avec le label Pas le temps de jouer. Complètement. Ok, bah écoute, super, je te remercie Bruno. On va passer à la suite avec Ori. Et maintenant, Thomas, tu vas nous parler d'un jeu. Bah tiens, toujours un Metroidvania, puisque c'est un peu le thème de cette émission, qui est aussi très connu pour sa beauté plastique et qui est toujours en 2D. C'est Ori and the Blind Forest. Eh non, oui, The Black Forest, oui. Oula, pourquoi je dis ça? Mon cerveau avait pendant un temps mixé les deux titres, Oui, je le sais, futur et l'actuel. Ça m'arrive tout le temps. Oui, donc Ori and the Blind Forest, que j'ai joué en version Definitive Edition. Mhm. Donc pour situer, jeu développé par Moon Studio, édité par Microsoft, distribué d'ailleurs par Microsoft aussi. C'est un studio c'est un collectif, un peu comme Motion Twin, puisque finalement ils ont des développeurs un peu partout dans le monde. Studio autrichien, enfin basé à Vienne en tout cas. Sorti sur Xbox, PC, Switch. Récemment sur Switch. Voilà. Alors, effectivement, c'est un Metroidvania. Moi, je suis pas trop client de ce type de jeu. Alors, je vais essayer quand même de rester le plus objectif possible, mais je vais être très subjectif derrière après. Donc, c'est quoi? C'est un Metroidvania, pardon. Excusez-moi, j'ai un peu mal à ma voix. Donc, assez classique. Donc, vue de côté, 2D, avec des... 2,5 on va dire.
Donc on gagne des pouvoirs, on débloque des zones, on progresse dans de nouvelles zones, ainsi de suite, avec des secrets, la possibilité d'en revenir en arrière dans des zones qu'on a déjà explorées pour trouver de nouvelles choses. Ultra classique. Alors, juste, je suis d'accord avec toi, c'est dans sa structure, c'est ultra classique. Par contre, c'est quand même un Metroidvania très orienté plateforme. Oui, mais je vais y venir. D'accord. Je vais y venir sur l'histoire, sur la question plateforme. Bon, déjà, on va enfoncer et défoncer la porte qui est déjà explosée. C'est la direction artistique. Ce qui a fait le succès d'Ori avant même sa sortie, c'est simplement sa beauté. C'est un jeu qui est une beauté incroyable. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas la direction artistique, on ne peut que reconnaître la qualité du travail qui a été fait artistique sur le jeu. C'est incroyable ce qu'ils ont fait. Voilà, le jeu tourne sur le moteur Unity et ils ont fait un boulot. En fait, chaque écran, chaque monde en fait, qu'il y a est extrêmement détaillé, c'est incroyable. Ils ont gagné donc, plusieurs titres au niveau pour les questions artistiques. J'ai cru lire aussi qu'effectivement, au niveau des assets, pour les décors, en fait, ils ont tout fait à la main et tout est unique. Ils ont essayé de pas de refaire des copier-coller de partout, donc ce qui rend l'univers effectivement extrêmement détaillé. Donc là, à ce niveau-là, c'est extrêmement beau. C'est-à-dire, si vous montrez ce jeu à quelqu'un qui va vous dire un peu de haut, le jeu vidéo n'est pas un art, etc., je pense qu'il va vite changer d'avis. Oui, puis c'est en plus, tout bouge, tout est animé, et sur 10 niveaux de profondeur différents, enfin, le décor est incroyable, quoi. Voilà, quand je dis que c'est de la 2D, donc ça joue de côté, effectivement, on déplace vers le haut, le bas, à gauche, à droite et tout. Mais effectivement, il y a un effet de profondeur parce que tout est en 3D et tout est animé. Donc c'est un monde vivant, puisque Ori, en fait, finalement, ça se passe dans une forêt un peu qui a été détruite. Et l'objectif, en toi, en tant que joueur, et qui va jouer, donc Ori, une émanescence de l'arbre aux esprits, ça va être de rétablir l'équilibre. Et en fait, tu te trouves effectivement que c'est extrêmement détaillé. Dans cette forêt, il y a des champignons, des herbes qui bougent, de l'eau, etc. C'est extrêmement vivant et organique. Donc ça, c'est très, très plaisant à voir. Visuellement, c'est très flatteur. Là, à ce niveau-là, il n'y a rien à dire. Au niveau gameplay, c'est très carré, comme tu dis, donc platformer, effectivement, tu passes beaucoup de temps à faire à sauter de plateforme à plateforme, passer différents niveaux. C'est efficace, moi je trouve, au niveau du gameplay. J'ai pas grand chose à dire à ce niveau-là. Je vais traiter d'abord les bons points. Voilà, je garde mes cartouches pour après parce que c'est un jeu qui m'a fait beaucoup rager. Donc voilà, le gameplay efficace. Je reviendrai après dessus. Il y a plein de compétences effectivement qu'on va débloquer qui vont permettre d'améliorer la capacité au combat ou de résistance, etc. de Ori. Du dash, double saut, triple saut, dasher pour en attaque en même temps, la capacité à nager sous l'eau et respirer, etc. etc. C'est très classique. C'est bien trouvé, ça c'est classique. À part, il y a juste le signature move du jeu, quoi, qui est un peu son emblème. Le fait de rebondir sur les projectiles pour prendre des directions différentes. Oui, voilà, ça c'est effectivement. J'allais en parler, effectivement, il y a ces petites trouvailles qui permet en fait, quand il y a une attaque ou un ennemi ou une attaque qui arrive vers soi, on peut l'utiliser en fait pour le renvoyer vers l'ennemi ou pour s'en servir comme projectile pour débloquer une porte, ce genre de choses, ou pour se déplacer. Et ce qui est très bien trouvé, mais ce qui parfois est utilisé de façon un petit peu mal foutue. Mais je vais y revenir. Sur l'univers, alors l'univers en fait il est assez grand, c'est un jeu qui se finit en 10-15 heures à peu près, en fonction de si on est complétiste ou pas. Voilà. C'est assez grand, on peut facilement revenir dans des zones qu'on a déjà explorées pour retrouver de nouvelles choses, il y a pas mal de secrets. Je trouve que c'est assez bien équilibré en termes de durée de vie. J'ai pas eu l'impression de trop revenir sur mes pas, malgré tout. Non, il y a du backtracking, comme dans tous les Metroidvania, mais c'est normal. Pas trop. Disons prononcé, je trouve. À mon goût, je trouve que c'est un jeu que tu peux finir sans être obligé de tout revenir explorer pour récupérer des compétences cachées, des points de compétences, parce que c'est un système qui marche on gagne une sorte d'expérience qui permet de débloquer des points de compétences et les utiliser ensuite pour en gagner des compétences dans 3 arcs en gros. Il y a attaque, un peu stratégie et un peu genre défensif, genre comme ça. Mais effectivement, t'es pas vraiment obligé d'aller un peu, j'allais dire, farmer ou tout visiter pour être sûr de pouvoir progresser. Donc c'est pas trop gênant à ce niveau-là.
L'autre gros point qui m'a beaucoup plu, c'est la musique. Hein. La musique est magnifique. La musique par Gareth Cocker, qui est pas très très connu. Je regardais un peu ça, je le connaissais pas. Je regardais un peu ce qu'il a fait. Il a pas fait grand chose en fait, ce type-là. Mais sur ce coup-là, je trouve que la musique est très belle. C'est très plaisant. Donc ça colle bien en plus à l'ambiance un peu onirique du titre. Donc ça, c'est parfait. Par contre, alors, je vais attaquer les trucs qui sont qui pour moi posent problème dans le jeu. Alors, il y en a un qui pas vraiment, c'est pas vraiment que ça pose vraiment problème, c'est sa difficulté. Ori, c'est dur. Ori, c'est dur. Quand on voit le jeu comme ça, on peut se dire c'est super cool, c'est beau. Mais moi, je m'étais dit tiens, je vais mettre ma copine qui aime bien les jeux vidéo, etc., mais qui a du mal à trouver les titres qui lui plaisent. Et je me suis dit ça va bien lui plaire, c'est joli, c'est mignon, etc. Sauf que le jeu est d'une difficulté qui n'est pas du tout adapté à un joueur débutant. Donc c'est un peu c'est le faux ami. C'est-à-dire qu'on peut se dire, tiens, quelqu'un qui n'aime pas le jeu vidéo, je vais le mettre devant Ori, il va trouver ça magnifique, c'est beau, la musique est belle, etc. Sauf que le jeu est extrêmement dur. Je trouve qu'en fait, le gros problème qu'il a, c'est que la courbe de difficulté fluctue grandement. Il y a des passages qui vont être très simples, du platformer classique, etc. Tu avances tranquille. Et d'un coup, tu vas avoir une difficulté, un mur de difficulté qui va arriver où tu vas mourir en boucle même si tu es un joueur confirmé. Et ça, c'est quand même, je trouve, très mal foutu. Par exemple, au début, je pense que tu vas t'en rappeler, quand on commence le jeu, on a une petite, les séquences d'intro, etc. Et très vite, on se retrouve dans une zone où, en gros, on doit sauter en s'accrochant de plateforme en plateforme, en invitant des pics et des boules qui sont tirées vers vous. C'est un peu raide pour commencer. Je veux dire, les mecs, ils auraient pu juste faire les plateformes, ensuite rajouter les ronces qui font des dommages, et après rajouter les projectiles. Mais tout d'un coup, c'est un peu genre, on te dit, hey, t'aimes la course à pied ? Bah tu vas faire un marathon pour commencer. Tu vois, c'est un peu... Bah en fait, c'est assez régulièrement que le jeu a comme ça des phases qui sont certains passages, alors ça peut être juste un écran ou deux, hein, c'est souvent pas forcément beaucoup plus long. Mais il y en a plusieurs dans le jeu comme ça, où là c'est vraiment des passages où tu peux crever 25-30 fois sans problème. C'est ça qui est frustrant parce que c'est pas des longs passages en plus, c'est souvent des passages assez courts, mais avec une difficulté qui passe d'un coup de façon très élevée, où tu vas mourir en boucle. Et là tu crèves, tu meurs, et tu arrives à te poser des questions en disant est-ce que c'est bien par là que je dois aller, tu vois. Et je trouve que ça c'est mal foutu. En fait, c'est ça, ouais. Mais en fait, c'est ça qui est marrant parce que, alors moi pour l'anecdote, je l'avais pas fini le jeu, j'étais à 90%. Et puis quand tu m'as dit que tu allais le chroniquer, je me suis dit ce sera peut-être l'occasion de finir ce qui traîne. Alors ma sauvegarde avait 4 ans, je l'ai repris. J'en ai chié grave, parce que forcément quand on reprend un jeu comme ça, sans y avoir touché pendant 4 ans, à la toute fin du jeu, là où c'est le plus dur, j'ai mis un peu de temps à retrouver mes marques. Et en fait, ça m'a rappelé Rayman Origins. Ah, c'est une des inspirations du studio, c'est Rayman. Ouais. Bah oui, mais en fait, la différence fondamentale, c'est que dans Rayman Origins, t'as des niveaux de plateforme classique, tu sais, où t'avances tranquillement et tu progresses. Et il y avait des niveaux de course. Ouais, de rush. Où là, c'est du par cœur. C'est-à-dire, c'est limite un jeu de rythme à ce moment-là. Où la moindre erreur est sanctionnée de mort immédiate, et voilà. Et on retrouve exactement ça dans Ori, c'est-à-dire avec ces fameux passages dont je te parle, dont tu parlais, où là, t'es au millimètre de millimètre, où tu dois enchaîner les trucs dans tous les sens pour passer. Le problème, c'est que dans Ori, c'est pas un jeu de plateforme, c'est pas un niveau. T'es obligé de passer par là. Dans Rayman, c'est un bonus. Voilà, et c'est d'autant plus frustrant que certains de ces passages-là, ils seraient bien carrés, bien propres, etc. Ok, tu vois, ça passe. Sauf que moi, je trouve, par exemple, le passage de l'arbre, ceux qui ont joué s'en souviendront, où en gros, le niveau de l'eau va monter, et il faut en fait s'échapper par le haut. Et en fait, c'est pareil, voilà, c'est de l'enchaînement, il faut connaître par cœur, etc. T'as pas le droit à l'erreur, c'est un jeu pareil. C'est phase de rush dans Ori. En gros, t'as pas le droit à l'erreur. Si tu perds 2-3 secondes, en gros, t'es bon, tu peux recommencer. Et je trouve par exemple... c'est un saut raté. Voilà, il y a un endroit sur la toute fin, où en gros, justement, tu dois utiliser le pouvoir qui te permet justement d'utiliser les projectiles et de sauter comme ça, par exemple, de genre de liane en liane, un truc comme ça. Et je trouve en fait que les positionnements ne sont pas en fait bien foutus. Tu vois, c'est vraiment trop juste en fait. Ils ont en disant on va le décaler, tu vois,
un petit peu pour mettre, tu vois. Mais en fait, du coup, si tu rates ton saut, il faut vraiment que tu le fasses au millimètre près pour que ça passe. Ah oui, oui, non, mais Et, c'est un. et je trouve, Comme je je trouve dis, que tu vois, en fait, il ils y a ont une un peu trop exigence pas mis. possible. Ouais, le potard, ils l'ont mis peut-être un petit peu trop sur la difficulté. Ce qui, du coup, tu peux avancer, etc. Tu vois, t'es content, le jeu est exigeant. Et puis d'un coup, là, tu vas mourir en boucle en te disant, mais putain, mais en fait, les mecs, vous avez déconné sur ce coup-là. Tu vois, je trouve que tu vois, c'est pas là. Je trouve que c'est mal dosé. Oui, non, mais je vois ce que tu veux dire. Encore une fois, ça aurait été sur des challenges annexes ou ce genre de choses, ça aurait été moins Mm. dérangeant. Voilà. C'est-à-dire que là, le problème, c'est que ça vient dans la trame principale et que ça peut effectivement décourager plein de gens. Mais même moi, hein, comme je dis, moi, il y a un moment où j'avais lâché l'affaire Voilà. pour un Bah, truc du coup, débile, une action que j'arrivais pas à faire. Une action. voilà. Et oui, oui, non, mais c'est C'est- ça. Par exemple, moi, sur la partie de l'arbre, la dernière, en fait, espèce de boule que tu dois attraper pour pouvoir t'éjecter, je trouve qu'ils l'ont mis trop loin, tu vois. Il faut vraiment que avant tu aies Ouais. tout réussi du premier coup pour avoir justement la bonne distance pour jusqu'y arriver. Si jamais tu as un peu raté ton saut avant, bah tu vas être trop court et tu vas tomber, tu meurs. Et comme c'est en plus c'est à la Et en toute fait, fin, bah tu te retapes tout le parcours. oui, et puis en fait, ça vient aussi d'un petit problème qu'a le jeu, moi, enfin, que j'ai trouvé. Il y a trop de compétences. Ton personnage. Ce qui fait qu'à la fin. Ouais, ça m'a pas choqué ça, tu Non, vois. mais elles sont toutes utiles, mais ce que je veux dire, c'est que moi, ça m'a choqué quand j'ai repris le jeu, en fait, en main. T'as tous les boutons de la manette qui servent à quelque chose. Et des Ouais. fois, t'es en train de te demander, pour passer les trucs, bah, c'est pas forcément évident la solution que tu dois utiliser entre le double, le triple saut, le rebond sur les trucs, la. Mince, ton espèce de paravoile là, qui te permet de Oui, planer, enfin, tu vois, la plume, oui. t'as Bah, quand en même fait, c'est énormément c'est- ça m'est- d'options. c'est un problème que donc, j'allais venir aussi parce qu'en gros là, donc, ce que je parlais c'est la difficulté, mais aussi des problèmes de level design. Donc comme je disais, des fois la difficulté est un peu issue parce que le level design est un peu raté. Parce que des fois, je trouve que c'est pas un très bon platformer toujours, hein. Je trouve qu'il y a des Non, passages il est un où peu flottant. voilà, je trouve que c'est pas toujours très bien. Et donc effectivement sur tout ce qui est l'accessibilité, moi je trouve que l'accessibilité dans l'ensemble du jeu, je trouve qu'elle est vraiment pas très bonne. Par exemple, quand tu commences le jeu, on en a parlé et ça m'a agacé sévèrement. C'est parce qu'en fait, le jeu ne fait pas des très bons tutoriels en fait. Dans le Il y a sens où beaucoup tu récupères d'énigmes. une compétence. Ouais. Voilà, il y a des énigmes en fait, on va te donner une compétence, mais on va pas trop t'expliquer comment tu peux t'en servir vraiment. Le jeu va te montrer vaguement en fait un objectif que tu dois atteindre, mais il te dit pas vraiment ce que tu dois faire, tu vois. Et je trouve que c'est assez mal foutu dans le sens où tu peux récupérer une compétence, ne pas comprendre du premier coup et te dire ah mais peut-être qu'en fait c'est pour un autre endroit que j'avais vu avant et tu vas faire revenir en arrière, explorer, te rendre compte que c'est pas ça. Et moi je sais qu'au début j'ai tourné en rond très longtemps sur un passage en fait, sur deux passages d'ailleurs, où en fait ben tu passes sur un tronc d'arbre, ils te disent oulala le sol est instable et c'est tout. Donc Ah effectivement, oui. t'as un ennemi, une espèce de grenouille qui saute et qui retombe, etc. Mais si t'as pas le réflexe de te dire que tu peux t'en servir pour détruire ce passage et Mhm. pouvoir continuer, ben en fait tu vas tuer l'ennemi, tu vas continuer et le jeu ne te dit rien. Moi je trouve ça dommage Ouais, quand tu alors ça commences le c'est. jeu, tu vois, un petit tutoriel, il te le montre une fois et après t'as compris. Tu vois. Oui, après c'est dans beaucoup de Metroidvania, t'as ce genre de choses où certaines énigmes, elles sont là pour que tu te sentes malin au moment où t'as compris le Oui, truc. je suis sûr qu'il y a des gens qui m'ont écouté Non, qui vont me dire mais t'es pas très malin, moi j'ai compris tout de suite ou ça me paraît évident. ouais, Certes, moi aussi, tu vois, ça c'est un truc, mais moi je vais donner un autre exemple, parce que ça, moi, le coup dont tu parles, je l'ai compris, tu vois, oui, oui, je voilà. sais. Mais je me souviens avoir tourné un petit peu quand même, hein, avant parce que moi je pensais que c'était moi qui devais le péter avec une compétence active, que tu débloques Moi d'ailleurs par la aussi. suite. C'est la prochaine chose que je me suis dit. Je me suis dit, il y a Euh, sûrement une compétence où tu dois retomber, et qui existe d'ailleurs, que tu récupères plus tard, ouais, tout à et fait. qui te permet de détruire. Et sauf que là, en fait, ben, tu te dis, bah ouais, il me manque une compétence. Tu te dis pas forcément, je vais utiliser l'ennemi pour le faire. Ouais. C'est une Non, moi question j'ai eu un de autre mode de exemple. réflexion, hein. Oui, tout à fait. Moi, j'ai eu un autre exemple, c'était dans le dernier niveau. J'ai eu une énigme comme ça, où j'ai tourné pendant 45 minutes avant de comprendre que. Voilà, en fait, j'avais une porte fermée, et il y avait deux portes. Et tu vois, quand tu parles de tutoriel mal. Pas forcément très bien fait. Ouais, pas très En gros, quand explicite. tu rentres dans la zone, t'as un ennemi, et quand tu le tues, ça débloque une porte. Oui. Donc tu te rends compte que tuer l'ennemi débloque la porte. Soit. Et ensuite, t'as toute une zone derrière avec des ennemis partout et des pics dans tous les sens. Et c'est des ennemis qui Oui. traditionnellement te servent justement juste à te. Je vois très bien le passage, oui.
Tu vois très bien le passage. Bah moi j'ai pas compris qu'il fallait que je bute tous ces gars-là, parce que pour moi Oui, ils étaient pas là pour être tués, ils étaient là pour me faire avancer dans le jeu. exactement. Et, et du coup, bah, je suis allé chercher un bonus qui était planqué au fond, je suis redescendu et je me suis dit bah non, cette porte c'est pas comme ça, je dois l'ouvrir d'une autre façon. Et donc je suis parti de la zone, et j'ai galéré pendant 1 heure à tourner en rond dans le niveau en disant mais finalement j'ai tout fait, j'ai tout fait, j'ai tout fait, c'est quoi ce bazar? En Je suis fait, tu revenu dans pointes. cette salle par hasard, En et fait, j'ai là, tu débloqué, pointes mais exactement quel est le problème en fait du jeu. C'est-à-dire que le jeu change les règles en cours de route. ouais, Il il y a certains y a trucs un autre effectivement exemple qui que je sont vais donner. utilisés qu'une Voilà. seule fois, ouais. Par exemple, tu as des ennemis qui sortent du sol et te lancent des boules. Et dans un passage, tu t'en sers en fait pour monter. On a Mhm, plusieurs tout à comme fait. ça qui s'enchaînent et tu t'en sers avec ta compétence en fait pour prendre appui sur les tirs de ces ennemis-là pour monter. Et un peu plus tard, tu te trouves dans une pièce en fait qui se ferme et tu vas être seul avec un ennemi comme ça. Mon premier réflexe a été de me dire je dois utiliser ma compétence pour renvoyer un de ces tirs sur la porte pour la détruire. L'ennemi est mauve, la boule est mauve, la porte est mauve. Tu Mhm, vois, c'est logique. mhm. J'ai fait ça, je suis mort 4-5 fois, et parce que je me dis, mais c'est pas possible, en fait, l'ennemi n'est pas bien placé pour que je puisse Mhm. récupérer le tir, etc. Et en fait, non, il fallait juste le tuer. Oui. Voilà, le jeu décide en fait que les règles qu'il t'a montrées juste avant, il va les changer. Bah, Et oui. pourquoi? Enfin, c'est mal fait, Alors c'est pas que. utilise un autre ennemi à ce moment-là, tu vois. Oui, ou alors l'introduire de façon différente. Parce que le problème, dans ce que moi, ça me dérange pas qu'une mécanique puisse être utilisée de façon différente plein de fois, tu vois, c'est pas gênant. Mais oui, je suis d'accord, il y a des fois un problème de lisibilité dans ce qu'il te demande de faire. Euh, et ça, c'est assez vrai, hein, c'est que il y a vraiment des zones comme ça où tu peux tourner en rond pendant deux Oui, plombes, parce que. Alors que, alors que des Metroidvania, c'est pas le premier que je fais, et voilà. Je te dis, là, je me suis quand même senti très très con quand je me suis rendu compte qu'il fallait que je bute juste que je massacre tous les ennemis de la zone, quoi. Mais pour moi, dans tout le jeu, ces trucs-là, je les massacrais jamais. Je m'en servais toujours comme oui, pour avancer dans le niveau. Donc oui, oui, tout à j'avais pas fait. d'intérêt à le faire. Mais tu vois, t'as un autre problème aussi, on avait déjà parlé aussi. Il y a un moment où en fait, tu as un bloc qui est retenu par des toiles d'araignée. Oui, Le jeu te le montre, il y a une petite oui. cinématique qui te le montre. Et toi, tu dis, bon, bah, ok, tu me l'as montré, mais tu sais pas pourquoi en fait. Et il faut Mm, comprendre qu'en fait, au-dessus, caché dans le décor, tu as un rocher que tu peux détruire en utilisant une de tes compétences pour ça. Mais le jeu, en mhm. fait, te ne le dit pas. Il te montre juste qu'à ça, et toi, tu passes, tu t'accroches dessus, tu fais, ok, très bien, bon, ben, j'ai vu, tu m'as montré une salle. Et en fait, moi, c'est par hasard, j'ai tourné en rond, pareil, pendant 3 quarts d'heure, 1 heure, à refaire des passages parce que je ne comprenais pas où je devais aller. J'avais bien vu qu'en dessous, bah, quand je tombais, il y avait des pics, en fait, je pouvais rien faire, et qu'en fait, par hasard, j'ai sauté proche de ce rocher au plafond où il y a l'étoile et j'ai vu que ça s'est allumé en bleu. Tu Mhm. vois, mais j'aurais pu tourner pendant longtemps ou aller voir sur YouTube pour trouver la solution parce que le jeu ne te le montre pas explicitement, tu vois. Il y a plein de petits passages Ouais, comme et ça où je malheureux. trouve que le jeu manque de clarté en fait, dans tes objectifs. Ben après, ça vient aussi, malheureusement, alors c'est leur parti pris, tu vois, d'avoir tout unique, tous les décors qui sont uniques, Mm. etc. Ça fait qu'en tant que joueur, nous, on cherche des patterns, on cherche des trucs facilement reconnaissables. Enfin, tu vois, dans un Mm. Zelda, tu vois le mur avec une faille, tu sais que tu mets une bombe devant, tu vois. Enfin, c'est des trucs, t'es conditionné pour ça. T'as ton cerveau, là, qui ne se pose jamais la question. Et, et dans Ori, ouais, il y a certains éléments du décor avec lesquels tu peux interagir, où c'est un peu léger, quoi. Et comme tu Oui, disais, le coup de la pierre qui s'élimine en bleu, déjà, il faut être collé à elle. Et oui. même quand c'est collé à elle, quand t'es collé à elle, l'illumination, elle est pas, tu vois, Oui, tout, voilà, en fait, c'est illuminé de partout dans le jeu. c'est Il y a ça. du bleu, du rouge, du vert, etc. Ouais, C'est magnifique. Mais le problème, c'est que ça se mélange avec en fait les éléments d'interaction que tu peux avoir. c'est ça. Il y a des fois un petit problème de lisibilité. Alors, et encore plus dans les phases d'action, hein. Il y a des fois. Voilà. Alors, enfin, je vais en parler après, mais je vais finir sur toute la partie level design. Il y a aussi des passages, moi, qui m'ont rendu complètement dingue. C'est par exemple, tu récupères une compétence qui vont te permettre, par exemple, de détruire des murs. En toute logique, tu la récupères, tu vois sur la carte que juste à côté de là où tu es, il y a un mur que tu peux détruire. Tu y vas, tu casses le mur, tu dis ça te paraît logique. Je récupère une compétence, il y a un mur le plus proche de moi que je peux détruire pour pouvoir continuer. Tu y vas, etc. Et tu finis finalement dans une espèce de cul-de-sac où tu essaies de t'acharner pour essayer de commencer ce que tu dois faire, alors qu'en fait, tu ne dois pas aller là. Donc c'est pareil, là, tu vois, en termes de level design, c'est mal foutu parce qu'il te donne une compétence et il te dit, bah en gros, il te dit, bah débrouille-toi pour savoir où tu dois aller, quoi. Ouais, mais ça, encore une fois, ça, c'est le genre qui veut ça. Moi, ça me choque moins, par contre. Ouais, oui, mais je trouve qu'en termes de, tu vois, de fluidité dans la Oui, progression,
c'est pas génial. Ah ouais. Mais, Alors je suis sûr qu'après il y en a qui vont dire bah non moi je sais pas, j'ai trop bien compris, mais c'est le propre de tous les Metroid. Hein. Enfin, je veux dire, tu prends Super Metroid sur Super NES. Le coup du tuyau que tu peux faire exploser parce qu'il est fissuré, c'est quelque chose que moi j'ai pas compris au départ. Mhm. Tu vois. Et, Ouais, bien sûr. et je sais qu'à l'époque j'ai bloqué, j'ai tourné en rond pendant 2 heures avant de comprendre ce truc-là, quoi. Ouais. Et- Ça reste des petits points, je dirais mineurs. Mais par contre, un truc qui m'a bien énervé et que je trouve là par exemple c'est mal fait. Il y a des passages en fait que tu peux tenter de faire sans avoir les compétences nécessaires Mhm. et qui sont à la limite du faisable ou Oui. voire faisables. Ouais, mais ça, Et ça c'est vraiment mal foutu. Moi, il y a un passage en fait, je me suis acharné en me disant, et j'arrivais quasiment à le faire, le passage. Et je me suis dit, c'est pas possible. Ça, je suis sûr qu'il faut le double saut pour le faire parce que ça me paraît trop compliqué ou ça va te manger trop de vie pour le faire. Et en fait, ben, c'est juste qu'ils ont pareil, ils ont mis le potard, tu vois, qui est trop limite. C'est-à-dire, en gros, c'est entre faisable et infaisable. Non, mais on en revient au même, c'est des problèmes de lisibilité en fait. C'est Voilà. vu que tu vu que tu sais pas effectivement, Tu peux te dire, ça doit être faisable, et c'est les peut-être. et vu le nombre Sauf de que en fait, c'est mal fait parce que la démarcation entre le faisable et infaisable n'est pas assez claire. oui, et c'est puis, trop flou. et puis vu le nombre de capacités que tu as, encore une fois, j'insiste, parce que alors au début du jeu t'en as pas beaucoup, mais plus tu vas avancer, quand tu commences à avoir plein de capacités, je te dis, savoir ce qui est faisable et pas faisable, c'est chaud parce qu'il y a des fois, certains passages, alors t'es vraiment fier quand tu l'as réussi, hein, parce que certains enchaînements de niveaux où tu dois utiliser 4-5 compétences différentes pour le faire, avec un temps limite, une pression et une vague de flammes qui t'arrive dessus. Voilà, t'es fier de toi quand t'as fini, mais du coup, comme tu dis, t'arrives dans un niveau après où bah, c'est plus calme, et tu te dis que c'est faisable, et que t'y arrives presque, bah c'est difficile de te dire que non, il te manque un truc. Surtout qu'il y a des moyens, des passages où en fait tu peux les faire avec différentes compétences. Bien sûr. Tu vois. Voilà, donc il n'y a pas une obligation d'utiliser forcément cette compétence-là. Donc bon. Bref, donc voilà pour cette partie, lisibilité, accessibilité du jeu. Il y a aussi un truc, pour finir sur la lisibilité, c'est parfois aussi un peu fouillis dans les combats. Ah bah ça... Voilà, vu que le jeu est très beau, l'animation magnifique, etc., des fois on comprend pas toujours ce qui se passe à l'écran. Oui, puis ton personnage est très petit. Voilà. Donc ton personnage est très petit, il a une espèce d'aura bleue, blanche autour de lui, comme tous les projectiles quasiment qu'on t'envoie sur la tronche. Voilà. Ce qui fait que quand tu commences à avoir 3 ou 4 types d'ennemis et de projectiles à l'écran, vu que c'est un jeu qui est pas avare en effets graphiques et de lumière, des fois tu sais même plus où est ton personnage en fait, tu réfléchis juste par instinct, Oui, c'est ça. et c'est là où tu es très content que le fait de l'action de retourner les projectiles, comme on disait, et de s'en servir comme pour sauter, pour avoir des doubles ou triples sauts, fige le temps. Moi je sais heureusement qu'ils ont rajouté ça, parce que sinon le jeu était complètement infaisable. Parce que ça te permet des fois de reprendre 1 ou 2 secondes à regarder ce qui se passe devant toi et à te dire ok, là j'ai un ennemi là, c'est bon, je vais pouvoir m'en sortir. Ça laisse le temps un peu de réfléchir, ouais. Donc du coup, c'est pas toujours très lisible, mais bon, encore ça va, je pense. Non, ça va. Moi, le truc qui m'a le plus dérangé, en fait, c'est l'attaque de base de Ori, là, ces espèces de lames de lumière. Oui. Que je trouve, des fois, ne serait-ce que savoir où ça tape, des fois c'est un peu compliqué. Et surtout, ouais, ça charge pas mal l'écran déjà de trucs. Oui, mais c'est ça, c'est-à-dire que si tu te retrouves avec des ennemis qui lui envoient des boules, qui elles-mêmes vont exploser, et que toi t'es en train de lancer tes attaques en même temps, c'est illisible ce qui se passe à l'écran. Ouais, c'est ce que je dis. Voilà. Après, il y a aussi un petit problème moi, qui m'a un peu embêté, c'est les hitbox. Ouais. Je trouve que des fois, pareil, voilà, comme le jeu est très beau, etc., et que les animations sont très fluides, il y a toujours un peu ce flottement de est-ce que je suis trop près des ronces et que je vais me prendre un dégât, ou est-ce que je peux encore avancer. Voilà, et je trouve, pareil, des fois, est-ce que tu vas varier sur un mur, est-ce que je vais pouvoir en fait m'accrocher à ce mur ou pas, ou est-ce que je vais glisser Il y a un petit effet Tintin au Tibet des fois quand même. Il y a un petit effet, ouais, mais on en revient toujours au même, enfin c'est toujours la lisibilité. C'est beau, mais des fois tu sais pas où tu t'accroches quoi. Bah ouais. Voilà, bon bref. Donc des fois, un peu la hitbox de c'est mort, hein. Des fois j'ai un peu ragé en disant mais pourquoi tu t'accroches pas bordel, tu vois. Tiens, bon bref. Et le dernier point qui est à la fois négatif et positif, et moi je le trouve plutôt positif, mais quand même j'en parle avec les points négatifs parce que certains vont peut-être dire ah c'est dommage, c'est un jeu où il n'y a pas de boss. Là t'es en train de réfléchir en te disant il n'y a pas de boss en fait. Si, j'essaie de m'en souvenir. Ouais, non, t'as des ennemis ouais, non, c'est pas vraiment des boss.
Non, il n'y a pas vraiment de boss en fait, parce que l'ennemi en fait, un peu l'antagoniste qui la chouette géante, qui tu te dis, bon, je vais l'affronter à la fin, etc. Désolé pour le divulgachage, mais en fait, on l'affronte jamais. Il y a d'autres choses qui se passent, etc. Vous verrez très bien ceux qui vont y jouer. Mais En fait, si en tu fait, faisais t'as tes aucun. boss, Bah, je suis les pas boss en d'accord. fait, c'est. C'est les Ah, courses-poursuites. voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est les courses poursuites à la fin, c'est des passages de rush où en fait, il y a en fait un élément en fait non personnalisé, on va dire, Mhm. qui va te tuer. Mais effectivement, je trouve ça finalement plus sympa parce que moi, j'apprenais en me disant, vu la difficulté du jeu, Mhm. s'il y a des boss, qu'est-ce que ça va être? Non, mais là, tu vois, du coup, tu m'as fait. J'ai eu des visions de cauchemar. Hein. Parce que j'imaginais des boss sur lesquels tu devais, en planant sur des courants ascendants, renvoyer leurs projectiles sur leur tronche, etc. Enfin, j'imaginais tout un tas de choses. Ils auraient pu faire. Ils auraient pu, hein. Oui, Heureusement non mais qu'ils c'est l'ont ça pas que moi fait. qui m'a fait peur parce que la jouabilité elle est bonne, mais elle est pas des fois elle est pas précise. Mais oui, et Donc puis comme je te dis, et puis tous les boutons du pad sont utilisés. Enfin, c'est réellement un jeu où des fois, tu sais pas sur quelle touche appuyer. Enfin, je voilà. blague à peine en disant ça, quoi. Mais Ah ouais non mais c'est des fois tu peux rater des séquences parce que t'as appuyé trop tôt, trop tard ou sur le mauvais bouton au mauvais moment. mm. Ça Et va être très chiant. Alors moi j'ai un moment j'avais appréhendé vachement en me disant s'il y a des boss et qu'en plus la difficulté elle est abusée, ça va être horrible. bah, tu Et vois, en comme fait quoi, non. comme quoi, non. Et finalement voilà ils ont pas mis de boss et je trouve ça vachement mieux parce que ça colle mieux à l'univers en final. Tu vois Oui. c'est plus logique. Non, mais je suis assez d'accord. Ouais, et puis les moments de rush, moi j'ai beaucoup aimé celui de la fin, même si j'ai pesté, parce que je suis mort. Oui, oui, alors la fin, sur la toute dernière fin, moi j'avais pas compris en fait, et ça m'a mis au moins 15 fois avant que je comprenne ce qu'il fallait faire sur la vraiment toute fin du rush. Alors, je. En fait, tu montes et en fait, il faut utiliser ton pouvoir et en fait, t'as des boules qui tombent de lave qui tombent et il faut s'en servir pour remonter. Et je l'avais pas Ah oui, compris. non, ça j'ai compris assez. Non, ça, tu vois, bah comme quoi, voilà. Moi, ça, j'ai pas eu de problème, mais par contre, On n'est pas câblé pareil le cerveau. voilà, Hein. pour arriver là, je suis mort déjà une vingtaine ou trentaine de fois, quoi. Parce que moi, je ratais l'attaque au sol à un Mm. moment, et donc je prenais une seconde de retard sur ce que voulait le jeu, et je me faisais tuer. Voilà, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Hein. Le jeu, c'est t'as réussi, ok, tu peux continuer. T'as pas réussi, t'as pas de deuxième chance. Ah non, ah non, ah non. Puis alors, vraiment pas. C'est-à-dire que là, c'est un passage où tu courais en ligne droite, hein, c'était pas très dur. Et c'est Mm. juste, tu dois sauter et faire une attaque chargée, tu sais, sur le sol. Le truc que tu Oui, fais oui, dans je vois tous très les bien. Ouais. Mario depuis 1000 ans. Oui, Si mais tu sous la la pression rates. avec le manque de temps. Oui, puis c'est surtout que il est assez. Encore une fois, il faut être très précis. Donc si tu mets pas vers le bas parfaitement, si t'as une petite diagonale ou un truc comme ça sera pas. Ou que t'es pas à l'apogée de ton saut quand tu déclenches le truc, ça Mm. marchera pas. Et, euh, et cette simple manipulation-là, ben, ça faisait que je m'arrêtais et j'essayais de le refaire une fois arrêté, mais j'avais pas le temps. Oui, oui, Donc c'est ça. je parle d'une seconde. Mais Voilà, c'est ce voilà. que j'explique. Ça fait que sur un rush qui va te prendre une minute à accomplir, ben, si tu échoues à la 45e seconde, ben, tu reprends depuis le début et tu recommences en mort et tu recommences. Mm. Ouais, bref. Ce qui fait que c'est dommage parce que c'est un très très beau jeu, et que Ah, j'aurais bien aimé le conseiller à mes gamins, mais je sais que non, voilà. je les mettrais pas là-dessus. Faut pas être sadique à un moment, quoi. Alors c'est vraiment un jeu pour adultes, parce que le Mm. jeu est trop dur en fait pour des enfants. Peut-être qu'ils ont la patience. Peut-être que nous maintenant on a plus la patience, mais on a l'intelligence de jeu, et eux ont la patience mais pas l'intelligence de jeu. Mais le jeu est quand même très très dur quoi. Mm. Et en plus surtout moi je trouve que le jeu a été très encensé maintenant, c'est un jeu quasi culte ou pas culte même. Mhm. Je trouve qu'on lui pas voilà par rapport à tout ce qu'on vient de dire sur les négatifs, je pense que s'il était pas aussi beau que ça, ce serait un jeu que tout le monde aurait dit ouais bon bah c'est sympa mais c'est sans plus quoi, c'est juste un. Bah, il est encensé par des gens comme nous, en fait. C'est-à-dire que par des profils de gens qui ont vraiment l'habitude de jouer. C'est-à-dire c'est vraiment pas un jeu que tu conseilles à un néophyte parce qu'il va péter un plomb. Ouais, c'est ça. Et alors que par contre, si t'as quelques années d'expérience dans les Metroidvania et dans les plateformes, ouais, moi j'ai quand même vraiment aimé le jeu, quoi. C'est le paradoxe. Voilà. Euh, Ah ouais, mais moi je l'aimais aussi, hein. Franchement, il m'a fait rager sur le début. Ouais. La deuxième partie Ah du oui. jeu, c'est quand même mieux passé parce que Ouais. globalement, disons que j'étais mieux rentré dans Bah, la le- logique. Bah, le début, en fait, moi, tu vois, encore une fois, avant de relancer ma partie, j'ai juste recommencé un tout petit peu le début pour me dérouiller sur les plateformes, etc. Et le truc qui m'a choqué, c'est quand j'ai vu la simple progression entre le nombre de points de vie que t'as au début, c'est-à-dire 3, où en gros, tu meurs tous les mètres, Oui, c'est ça. et ce que t'as à la fin, où t'en as 14. Oui, non, mais et c'est rien à voir. Ouais, alors même si les ennemis t'en enlèvent 4 ou 5 d'un coup, hein, des fois, mais je veux dire,
Ouais, dès le début, le jeu est très frustrant, et vu que t'as pas beaucoup d'options pour sauter ou ce genre de choses, bah ouais, tu meurs Oui, beaucoup, la beaucoup. première partie est beaucoup plus frustrante Ouais. parce que effectivement, en termes de lisibilité, en termes de difficulté, en termes de manque de pouvoir, Mm. tu meurs beaucoup, tu cherches beaucoup de aller, etc. La deuxième partie, une fois que tu as compris plus et que tu as plus de vie, plus de Et points, de puis, et puis t'as, compétences, etc., et puis t'as ça roule. tellement plus d'options pour te sortir des situations Oui, un peu compliquées ou ouais, non, il gagne vraiment beaucoup sur la deuxième partie. Je suis assez voilà. d'accord. Et moi, je l'ai repris. J'ai passé le truc où j'étais bloqué comme un con depuis donc 4 ans. Et j'ai bien aimé. Ouais. J'ai vraiment Voilà. aimé la fin. En tout cas, bon, ben, on va conclure parce que ça fait quand même, on a parlé un petit bout de temps là. Moi, je lui donne le label, pas le temps de jouer. Voilà. Franchement, il coûte 20 €. Je pense qu'il sera sûrement en solde quand la suite va sortir. Mhm. Jouez-y, si vous avez envie de jouer à un jeu beau, belle musique, que vous n'êtes pas contre, rager un petit peu. Et surtout, le jeu est assez court, donc ça se fait, c'est plaisant à faire. Mhm. Parfois un peu frustrant. Il faut amener le challenge, quoi. Donc, si vous êtes énervé très vite ou vous n'êtes pas du genre à insister, peut-être que vaut mieux peut-être pas y jouer, quoi. Encore une fois, si vous n'êtes pas du genre platformer, si vous recherchez juste un Metroidvania, parce que il est light sur la partie Metroid. Par contre, sur la partie plateforme, il est violent, quoi. Voilà, c'est vraiment, c'est un jeu. Prenez-le suivant. Si vous doutez, vous doutez, vous le prenez en solde et vous testez. Voilà. Par contre, si vous aimez bien la plateforme, vous aimez bien la difficulté et en plus la direction artistique vous plaît, alors là, foncez. C'est très 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 bien. Oui, Mais et j'attends beaucoup de la suite. j'espère par contre, on voyait les trailers qu'on va pas se taper en fait tous les gros ennemis qu'ils ont montré en boss parce que sinon. Ah, ça a l'air parti pour, hein. Oui, on Ouais, verra. on verra, mais l'expérience fait qu'ils ils auront peut-être. On en parlera dans 4 ans. Oui, bah oui, le temps que je le finisse. Et je vous rappelle ici que c'est pas le temps de jouer. Hein. Ah, mais c'est clair. Bon, écoute, on va passer à la suite avec la rubrique. À part ça, on a plein de sujets à parler, je Oh crois. là Donc, oui. on va lancer tout ça. Allez, à tout de suite. Fight. Humiliation. Excellent. Holy shit. C'est parti pour la rubrique. À part ça, c'est notre rubrique un peu coup de cœur, coup de gueule, débat. On a plein de petits sujets, ou plus ou moins longs d'ailleurs, à mon avis. Alors, Bruno, un petit jeu à parler, un sujet à nous soumettre. Oui, un petit jeu, parce que c'est un- ça c'est Ape Out. Alors, je sais pas si on a entendu parler de Ape Out. Si, si. C'est un jeu dont je voulais parler parce que c'est typiquement le genre de jeu sur lequel je peux pas faire une chronique de 15 minutes dessus, tu vois. Il y a pas suffisamment à dire. Et en même temps, c'est quelque chose qui mérite qu'on en parle parce que c'est un jeu qui est sur son enveloppe sonore et visuelle qui m'a collé une claque comme pas beaucoup de jeux le font, quoi. C'est tu mets un casque et tu commences à jouer à ça et c'est un truc qui te met directement en transe. Enfin, dans la fameuse transe du joueur, tu vois, un peu comme le faisait Hotline Miami. Euh, Ouais. et ouais, non, c'est d'une cohérence visuelle et pourtant hyper. C'est quoi comme type de jeu? Parce que du coup, là, tu nous as pas Oui, dit. j'allais y venir. Enfin, le principe est tout con, hein. C'était un singe, un gorille, qui veut s'échapper. Et pour s'échapper, Mhm. tu casses des portes, tu butes des mecs qui viennent vers toi. Sauf que le jeu est vraiment en deux couleurs, c'est-à-dire que t'as ton singe à l'écran qui est absolument pas détaillé, t'as juste sa forme avec une couleur brute. Et le sol, voilà, les murs, les ennemis pareil, qui sont pas du tout détaillés. Tu as juste des formes un peu différentes pour savoir s'ils ont une arme à feu, un fusil à pompe ou ce genre de choses. Euh, et, et en gros, chaque fois que tu attrapes quelqu'un ou que tu le jettes contre un mur, il explose dans une gerbe de sang et t'as des percussions de jazz. La bande son est très jazzy. En fait, il a vraiment une esthétique très années 50. Le jeu dans toute sa typo, dans la recherche, dans sa recherche graphique. Et voilà, c'est pour ça. C'est une expérience sensorielle que je trouve extraordinaire. D'un point de vue gameplay, c'est pas de la folie, c'est sympa, mais c'est sans plus. Mais par Mhm. contre, c'est tellement travaillé sur la partie artistique que ça vaut le coup, quoi. Euh, c'est un jeu qui a été gratuit sur l'Epic Game Store à Noël, je crois. Et sinon, Mhm. on le trouve à pas très cher. Il doit être à 5-6 € et ça les vaut, quoi. Tu passes 3 heures dessus, je te dis, avec un casque un peu immergé, c'est vraiment un jeu chouette, quoi. Ok. Bah, voilà. Je peux pas en dire beaucoup plus, mais
Oui, un petit jeu apéritif. Un petit jeu apéritif. Et regardez, vous prenez la cinématique d'intro, pas la cinématique, mais le trailer sur YouTube pour voir si l'esthétique vous branche, mais si c'est le cas, c'est magnifique, quoi. Et toi, Thomas, c'est quoi ton jeu alors? Bah, j'ai un petit jeu qui est en early access, qui s'appelle Noita. Donc je sais pas si pour ceux qui en ont entendu parler, c'est un jeu très très sympa et qui a une particularité en fait, c'est que dans son jeu, toutes les particules, c'est donc en 2D, vu de côté, en pixel art, et en fait tous les pixels en fait ont une physique propre. Et l'objectif, en fait, tu joues un sorcier, sorcière, etc., qui va explorer des mines et un univers. Et en fait, tout ce qui se passe dans les cavernes, les grottes, les catacombes, etc., que tu peux explorer, il y a différents types de biomes. En fait, chaque élément a sa propre interaction avec les autres. Par exemple, si tu as une baguette qui permet de tirer du feu, ben, si tu tires dessus sur du bois, ben, ça va enflammer le bois. Si jamais à côté il y a un baril de poudre, il va exploser. Si genre, il y avait une cuvette d'eau qui s'est percée, ben, l'eau va se répandre, etc. Tout va interagir avec tout. Il y a du sable, etc. Ce qui fait qu'en fait, il se passe des trucs un peu complètement dingues et tarés. Sachant que tu peux récupérer différentes baguettes et des pouvoirs que tu vas associer dessus, par exemple pour faire rebondir tes tirs ou créer des tirs explosifs ou des tirs qui vont balancer de l'acide ou ce genre de choses. Les ennemis ont leur propre vie, donc il y a des ennemis qui vont attaquer d'autres ennemis, etc. Ça devient très vite un bazar sans nom. Mais en fait, c'est un jeu qui me rappelle beaucoup Magicka. Oui, alors justement, je crois qu'en plus le studio qu'il fait est finlandais comme les mecs de chez Magica. Il y a un peu effectivement une idée un peu dans le même style, sauf que là bah, malheureusement pour l'instant tu joues qu'en solo. C'est un jeu en fait type pas roguelike parce qu'en fait chaque partie est nouvelle, c'est du procédural. Donc en fait bah, quand tu meurs bah, t'es mort, donc tu recommences quoi. Donc c'est un jeu, il faut être très très prudent parce que c'est dur, hein. Les ennemis ils peuvent te tuer très rapidement. Dès que tu es au biome, les ennemis sont de plus en plus durs, etc. Donc c'est un peu aléatoire parce qu'en fonction de la chance que tu vas trouver certaines baguettes ou certains pouvoirs, bah, ton run va être plus ou moins facile quoi. Ouais, parce Donc, que c'est un roguelite réellement pur, c'est-à-dire que tu débloques pas, t'as pas d'expérience ou de trucs que tu vas débloquer qui vont rester. Non, c'est ça, rien ne reste pour l'instant. Ouais, c'est pas. Donc parce que je parlais pour Dead Cells par exemple. Dead Cells c'est un jeu qui devient mécaniquement plus facile au fur et à mesure que tu avances dans le jeu parce que tu débloques de plus en plus de choses. Là c'est pas le cas quoi. Là tu peux avoir du bol ou pas, mais le jeu sera toujours. Il y a que ton apprentissage qui fera la différence. C'est ça, la seule chose qui peut jouer c'est ta façon de jouer et ta prudence. Et après avoir de la chance de tomber sur les bons items. Donc du coup au début si tu t'es pas très chanceux, tu vas être tenté de vouloir explorer plus ou te dire maintenant je vais essayer d'avancer en espérant tomber sur les bons items. En fait tu passes ton temps à prendre des paris en disant je vais à gauche, je vais à droite, est-ce que je passe au biome suivant Mais voilà, c'est très très sympa, c'est très fun à jouer, c'est pas cher, bon c'est en early access, il y a très très gros potentiel, il y a plein de secrets et de mystères qui sont à découvrir. J'y ai passé déjà je pense une bonne dizaine d'heures, ou peut-être une douzaine d'heures comme ça, pour un jeu early access que j'ai dû payer moins de 5€, comme ça, peut-être un peu plus, en solde. C'est très sympa, le côté physique surtout marche super bien. Tu t'amuses à faire des trucs un peu tarés, genre tiens ben les ennemis en dessous, il y a une cuve avec de l'acide, je vais tirer en dessous pour faire péter la cuve et leur faire tomber l'acide dessus, tu vois. Oh oui, non, mais c'est le genre de jeu bac à sable systémique que j'adore, quoi. Et moi, il me faisait de l'œil, alors je l'ai pas pris. Je sais pas pourquoi je l'ai pas pris celui-là. Mais, eh ben, prends-le. Oui, c'est prévu. C'est très très fun à jouer, voilà. Donc j'ai joué ça un peu plus rapidement, là, quand je sais pas trop quoi jouer ou que j'ai envie de me détendre, ça marche bien. Après, on avait plein de petits sujets. Je crois quelque chose qui te titille un petit peu là chez Nintendo là. Ouais, alors oui, parce que je vais revenir un peu rapidement sur l'histoire du drift des manettes de la Switch parce que c'est quelque chose à l'époque quand ça s'était sorti, moi j'ai dit moi j'ai pas le problème, voilà. Donc je me souviens. Ma stat perso était plutôt positive. Et depuis, mes 2 Joy-Con sont partis en sucette. Et en fait, c'était juste. Je suis très étonné par cette console parce qu'à la fois, elle est robuste. Hein. Moi, elle est tout le temps dans mon sac. Ça fait 3 ans que je la travaille partout, que les gamins jouent avec. Enfin, je veux dire, elle a souffert. Mais j'enchaîne les déboires là. J'ai le dock qui marche pas très bien. J'ai les lumières qui t'indiquent, tu sais, si le Joy-Con est connecté et sur quel joueur surtout. Et puisque
t'as 4 LED pour 1, 2, 3, 4, comme sur les manettes de PS. Oui. Ben là, sur un de mes Joy-Con, elle marche plus. Alors, c'est plein de petits déboires qui sont... l'histoire des manettes, moi je dis, je pouvais le comprendre, sauf que c'est la proportion en fait. Parce que j'ai fait un petit sondage autour de moi sur ceux qui avaient des Switch, et ben c'est facile, on est 100%. Oui, mais J'ai interrogé 10 personnes, et on est 100% à avoir le problème du truc qui drift, quoi. Donc, moi, ce que je me souviens, c'est qu'à l'époque, justement, comme tu disais au début, toi, t'avais pas de problème, et moi, je t'avais dit, ça me choque quand même d'entendre des gens qui viennent d'acheter la Switch et qui l'ont depuis quelques semaines et qui ont déjà des problèmes de drift. Pour une console neuve qui est quand même plus de 300 €, c'était quand même assez choquant, moi, je trouvais, surtout de la part de Nintendo. Surtout de la part de Nintendo, et vu que les manettes sont très chères, parce qu'il faut pas oublier qu'une paire de Joy-Con c'est 70 balles. Alors moi je les ai pas changés, j'ai changé juste les joysticks. Ça m'a coûté 5 € pièce que tu achètes, mais bon voilà, il faut avoir les outils, et puis il faut pas avoir peur de débrancher des nappes. Il y a plein de gens, c'est pas compliqué à faire, hein, mais il y a plein de gens qui le feront pas. Oui, bien sûr. Et ce que je comprends, mais voilà, c'est... Mais c'est d'autant plus incroyable que le problème n'a pas été réglé sur la Switch Lite, Ouais. et qu'aujourd'hui, toujours, le problème, tu rachètes un Joy-Con, Ah, bah, tu sais que tu vas avoir le problème. Bah, c'est ce qui fait que moi, la Switch Lite, jamais quoi. J'achèterai pas, et j'achèterai pas pour les gamins. Tant que j'aurai pas un retour là-dessus disant que le problème. Parce que autant changer les Joy-Con, les sticks sur les Joy-Con, c'est relativement facile. T'as une dizaine de vis à enlever. Autant sur la Switch Lite, je m'y risquerais pas quoi. Il faut démonter la console faut entièrement. démonter la console entièrement, et voilà, donc non. Ouais, non, mais Cela dit, moi, en fait, je suis en train de te dire une connerie, et c'est peut-être plus facile parce que t'as pas les batteries à enlever, puisque tout est sur le même circuit imprimé, tu vois. Oui, mais bon, te dire d'acheter une console neuve et te dire que tu devras peut-être la démonter au bout de 6 mois ou 3 mois parce que tes Joy-Con tes sticks vont avoir du drift. Pour ceux qui n'ont pas compris, le drift, c'est juste qu'en fait, vous faites rien, le joystick est posé en version neutre, mais ça décale à gauche ou à droite automatiquement. Oui. Bon, après, moi, j'aimerais juste revenir sur un truc. Moi, j'entends beaucoup de gens dire mais attends, Nintendo, leur console, c'est indestructible, etc. Non. Alors, mais vraiment pas. C'est-à-dire que... Oh, je sais pas, moi, je me suis arrêté à la Wii. Ah, mais sur les consoles de salon, mais moi, je parle des consoles portables. Et les consoles portables, moi, j'ai quand même 3 3DS pétés chez moi, quoi. Parce que les écrans sont cassés, parce que la charnière a pété, parce que c'est des consoles, non, ça casse quoi. C'est des consoles portables, et c'est les gamins qui les manipulent, et voilà, ils les ont cassés. C'était pas ma PS Vita a plus tenu, et elle me donne plus un sentiment de fiabilité du fait qu'elle soit monobloc, et que tu vois, il n'y a pas de charnière, il n'y a pas de truc, et voilà, que les 3DS. Ouais, mais ta Vita, c'est toi qui y as joué, pas tes enfants. Si, ils ont joué un peu, ouais. Oui, mais un peu. Enfin... Non, mais je maintiens, elle me donne plus un sentiment de robustesse. Ah ouais, non, mais ça, par contre, je suis d'accord. Que les 3DS avec leur charnière en plastoc. Et pour les avoir démontés, les 3DS, quand tu vois comment c'est foutu à l'intérieur, c'est pas étonnant que ça casse. Oui. Ah oui, non, mais ça, on est bien d'accord. Mais moi, ce qui me fait surtout, c'est que le problème sur les Switch n'est pas réglé. Alors que ça fait quand même depuis l'origine de la sortie de la console que le problème se pose. Que Nintendo fait le mort et que en fait leur jeu de gestion c'est de dire envoyer au SAV. Oui, et sachant que au SAV, ils te font un devis de réparation à l'heure actuelle. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que des fois ils le prennent en charge et des fois c'est gratuit, il n'y a pas de problème. Ou des fois ils te font un devis et si tu dis je n'accepte pas, ils te le renvoient à tes frais. Oui, ou ils détruisent. Voilà, ou ils détruisent et tu dis non, j'en veux pas, ils te le détruisent. Non mais c'est quand même hallucinant. Ouais, je suis assez d'accord. C'est genre, surtout quand tu compares, parce que la Switch ça reste une transportable, on va dire. Plus qu'une portable, mais ça reste quand même une console à plus de 300 €. Oui, hors promotion, oui. Voilà. Donc, désolé monsieur Nintendo, une manette de PS4, etc., c'est quand même 10 fois plus robuste que vos petits Joy-Con de merde. Ah bah ça, les Joy-Con, tu sais que c'était le truc qui, quand t'as une Switch pour la première fois en main, c'est quand même le truc sur lequel t'as un petit sentiment de... Ça va pas le faire. Ouais, parce qu'en plus tu les sens, enfin tu sais, ils sont sur des rails métalliques, t'as toujours un petit peu de jeu, ça fait un peu... Si tu essaies de tordre un peu la console, tu sens qu'il y a du jeu, ce qui est normal, Ouais, enfin je veux dire, c'est une contrainte que je trouve... Mais tu sais que la faiblesse de la console, ça va être ça. Alors tu te dis, c'est pas grave, tu peux les changer, mais bon, à 70 €, comme je dis, Moi personnellement, je sais que, tu vois, je serais tenté d'en acquérir une, peut-être une Lite,
Mais ce problème-là en particulier, surtout sur la Lite, ça me bloque complètement. Alors sur la Lite, moi je te dis, moi c'est ce qui fait que j'en achèterai pas. Oui, non, mais oui. Après, mais moi, c'est pour ça aussi que je veux pas en acheter non plus. Après, ouais, bon, toi dans ton cas, changer les sticks, c'est vraiment pas la mort, quoi. Ce sera pas un problème. Ma console, en plus, je sais qu'elle traînera entre le salon et entre chez moi et le bureau. Enfin, elle va bien vivre. Mais me dire du jour au lendemain, j'ai du drift pour une console qui est neuve, merde. Voilà. Ça a mis plus de 2 ans à arriver, mais ouais. Bon, hormis ce coup de gueule contre Nintendo qui a toujours pas réglé ce problème, on va continuer dans la mauvaise humeur alors. Dans la mauvaise humeur, la mauvaise foi, avec Warcraft 3 Reforged. Warcraft 3 Reforged, comment? Et là, je pense surtout c'est que ça va reprendre ce que j'avais discuté il y a 2-3 épisodes de ça par rapport à Blizzard et sa position vis-à-vis de la Chine, etc. C'est vraiment un studio, enfin c'est un studio maintenant, genre, il se fout quand même de la gueule du monde quand même. Le pire, c'est que nous on avait dit la BlizzCon, ils vont faire un enfer et tout, et ils ont réussi malgré tout à faire une BlizzCon où ils ont fait oublier leurs problèmes. Ils ont annoncé Diablo 4, il y a eu un enthousiasme général autour de Diablo 4, ils ont montré on vous a écouté, Overwatch 2. Tout ça. Voilà, ils ont réussi leur coup. Moi j'étais le premier surpris en disant bon, ok. Bon après, les gens qui vont à la BlizzCon, hein, c'est les fans. Hein, donc, oui, mais d'une manière générale, dans la presse, etc., tu veux, voilà, on n'a pas parlé tellement on a plutôt parlé de leurs annonces là et de leurs prochains jeux que des déboires qu'ils avaient. Ah, si, il y a quand même le passage où en gros, il a fait un petit speech en disant on est désolé, mais en fait on s'en fiche. Oui, oui. Ça, non, mais je suis d'accord. Non, mais après, voilà. Mais quand même, grosso modo, l'image de la BlizzCon, c'est tu réinterroges les gens, on va te parler d'Overwatch 2 et Diablo 4, quoi. On va pas te parler de leur... Voilà. Et là-dessus, ils nous sagouinent, mais il n'y a pas d'autre mot. Ah oui, non, c'est un massacre. Leur licence absolue. Warcraft, ils peuvent pas se rater sur Warcraft, Blizzard. Ils ont pas le droit. C'est la licence fondatrice du studio. Enfin, il y a tout derrière. Alors, pour expliquer un petit peu ceux qui n'ont pas suivi l'affaire, donc il y a quelques temps de ça, peut-être 2-3 ans, ils avaient annoncé donc, qu'ils allaient refaire un Warcraft 3 en version remaster, qui s'appelle Reforged. Donc tous les fans de Warcraft et du Warcraft 3 de l'époque avaient fait « Ouh, trop bien !» Et les mecs ont quand même réussi à faire un jeu qui est plus moche que ce qui avait été présenté à l'époque. C'est ça. On parle bien de Warcraft 3. Hein, non, mais plus moche. Attention, c'est pas les downgrades de Watch Dogs et de Witcher. Hein. On parle de Warcraft 3. Ils ont enlevé des choses par rapport au trailer d'annonce. Voilà. En gros, le jeu classique, voilà, le jeu Reforged a moins de contenu et moins réussi que le classique d'avant. Et manque de bol, le classique d'avant a été patché, ce qui fait que on ne peut plus y jouer. Voilà. C'est-à-dire qu'en gros, ils ont dit, maintenant ça sera dans le Reforged, donc du coup, l'ancien classique, tout ce qui marchait bien, on va le virer, vous ne pourrez plus y toucher. Ils ont viré les laders et tout, mais c'est un truc de fou, je comprends pas. Et en plus, ils ont un jeu qui rame. C'est quand même fabuleux, parce que il est pas beau. Il est pas beau. Et il est moins beau qu'un StarCraft. Il est moins beau qu'un StarCraft 2. Ouais, là, clairement, oui. Et puis il est. Non, mais c'est StarCraft 2 sorti à la fin des années 2010, 2000. Non, mais je sais. Mais voilà. Et il rame. Et il rame parce que, quand tu vois les choix techniques derrière, bref. Comment c'est un scandale. Enfin, moi personnellement, je voulais pas l'acheter parce que voilà, c'est pas le temps de jouer, donc je vais pas commencer à rejouer à des jeux remaster. Même si tu fais Resident Evil 2 remake en ce moment. Ah oui, mais c'est un remake. Voilà ta cohérence de propos. Oui. Mais c'est un remake, c'est pas tout à fait pareil. Non, mais je veux dire, ils pouvaient pas se rater sur un site aussi culte. C'est comme si demain ils disaient on va faire un StarCraft Brood War Reforged et qu'ils te sagouinent tout le jeu. Mais non, mais encore une fois, Warcraft, c'est Blizzard. C'est-à-dire que quand tu regardes, toutes leurs licences ont toujours un rapport de près ou de loin, à part Diablo, qui est un peu à part, et Overwatch maintenant, mais c'est très récent. Mais sans Warcraft, il n'y avait pas de Blizzard. Donc tu pouvais pas, pour leur image, il n'y a rien de pire que ce qu'ils ont fait, quoi. Et en fait, moi j'ai appris du coup que le jeu avait été sous-traité à un studio en Malaisie, probablement dans des conditions absolument dégueulasses. Mon Dieu. Oui, non mais avec l'argent qu'ils brassent, et voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas se permettre de faire ça, en fait. C'est-à-dire qu'en termes de studio, d'image de marque, etc., et de l'aura de ce titre, d'être capable de sortir un jeu dans un tel état, c'est... Surtout qu'on parle d'un studio qui a bâti toute sa réputation en disant, quand Blizzard sortait un jeu bêta, c'était un jeu fini. C'est eux qui ont... c'est ça, c'était un jeu qui, pour beaucoup de studios, était complètement fini. Quand World of Warcraft est sorti à l'époque en version bêta,
Les MMO qui sortaient en version bêta, c'était... Enfin, la plupart du temps, tu pouvais Oui. pas y jouer. C'était des foires au D'ailleurs, bug, etc. Et eux, On peut se poser la avaient un jeu question stable. justement si c'est pas eux qui ont changé un peu la mode de la bêta, ou finalement la bêta n'était venue plus qu'un argument commercial pour faire jouer au jeu en avance. Tu vois. Oui, alors oui, et puis ils s'en étaient servis pour tester des idées et de faire du rééquilibrage, Bien mais sûr. c'était juste ça. Et c'était vraiment un studio qui avait cette réputation-là, au moins d'exigence. Voilà, ils sortaient pas un jeu tant qu'ils ne respectaient pas les exigences bizarres. Et là, ils te sortent ça. Un étron. Un étron en plus, qui est qui est une insulte à toute la communauté Warcraft 3, qui est encore là, quoi. Qui est encore là depuis Bien sûr. 17 ans. Et surtout, qui est... Enfin, on l'oublie, mais la communauté Warcraft 3, c'est quand même celle qui est à l'origine de League of Legends et de Dota 2, quoi. Qui sont aujourd'hui peut-être les deux plus gros jeux compétitifs du monde, qui n'auraient pas été là sans Warcraft 3. Et... bref. Blizzard. Voilà, Blizzard, donc ça confirme un peu tout le mal que je pense de ce studio actuellement, malheureusement. Ils sont sur une très très mauvaise pente, et je vois même pas comment ils Ah, pourront remonter ça, quoi. disons qu'il y a un manque de respect pour le joueur qui, moi, me sidère un petit peu. Bien sûr, c'est une boîte qui est là pour faire de l'argent, mais par rapport à la qualité de titres, effectivement, qui sortaient jusqu'à présent, voilà, bah non. Voilà, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire avec un titre culte. Donc même si voilà, et je le dis en plus sachant que le jeu, j'ai pas envie de l'acheter, etc. Je l'attendais pas ou quoi que ce soit. Moi, je m'étais posé la question parce que c'est pas un jeu que j'avais beaucoup pratiqué à l'époque, mais la campagne solo était intéressante, et que ça fait très longtemps que j'ai pas joué à un STR. Je me serais peut-être laissé tenter. Quand j'ai vu les premiers retours, j'ai fait waouh. Alors déjà, le prix m'avait freiné direct, parce que payer 35€ un jeu qui a 17 ans, même avec un petit shift, juste avec une petite amélioration graphique, moi ça me va pas, quoi. Et en plus, derrière, il y a tout le reste. Voilà. Voilà, donc on va finir de tout casser avec en tapant sur l'homme à terre, Google Stadia. On va parler On va parler de GeForce Now. de ce qu'aurait dû être Google Stadia en réalité. Voilà. Bon, alors, depuis GeForce Now, on enchaîne quelques mauvaises nouvelles, mais GeForce Now, je vais résumer rapidement si tu me laisses. Vas-y. Ouais, vas-y. Donc GeForce Now, c'est un service exactement de streaming de jeux vidéo, comme Stadia, lancé par Nvidia, donc la marque de carte graphique, qui est sorti de la version bêta là, dans le courant du mois de février. Et c'est juste que c'est une offre qui est intéressante, si on a envie de s'essayer au streaming. Alors elle est assez intéressante sur plusieurs points. Déjà, il y a une offre gratuite, qui ne coûte rien et qui permet juste de tester le service. Et même l'offre payante est à 5€ par mois. Et surtout, c'est un jeu qui est... Enfin, c'est un service où on n'a pas racheté ses jeux pour cette plateforme. On connecte en fait son compte Steam, alors ça marche avec le compte Steam, avec le compte Uplay et Origin, je crois, et d'autres. Oui. Et si le jeu est inclus dans la liste des jeux que GeForce Now est capable de faire tourner, voilà, vous pouvez le lancer directement. Donc ils ont aujourd'hui à peu près 1000 jeux dans leur service. Et ça marche. Ça marche, et donc c'est un service qui a, en frais d'entrée, 0€. On peut le tester gratuitement. Un jeu qu'on a acheté sur son PC, on peut le retrouver dessus. Voilà. Il n'y a pas de risque à tester ce service-là. Et moi, ma connexion internet ne me permet pas de tester ça, mais par contre, j'ai un collègue qui est fibré, qui l'a testé, et qui alors pas du tout un très calé en informatique, et qui pourtant a réussi à s'en sortir tout seul, et a trouvé le service très limpide en termes d'interface, a connecté son compte et a lancé ses jeux, et il m'a dit il a pu jouer à Borderlands 3 en grande résolution, enfin max résolution, Full HD avec tous les détails à fond, ce que son PC ne lui permettait pas de faire. Donc il était super content en fait. Oui, et en plus l'abonnement payant il est à 5,49€. Oui, par mois, ouais. Ce qui est bien moins cher que Stadia, si je ne dis pas de bêtises. Alors, il me semble qu'il lui il est à 9,90€. Alors oui, l'abonnement Stadia est à 9,90€. Par contre, si on veut rentrer dans les termes techniques, Stadia, soi-disant, propose du 4K 60 FPS, ce que fait pas GeForce Now. En même temps, le 4K en streaming, voilà, bon, chacun en pensera ce qu'il veut. Moi, déjà que le 4K en soi me laisse un peu perplexe, mais le 4K streaming, bref,
encore un autre débat. Oui, on fera un débat sur les débits et les résolutions et les différences que cela fait. Voilà. Mais la différence, c'est qu'alors Stadia, la version Stadia Pro est censée t'offrir des jeux tous les mois en gratuit. Bon, après, là je pense que vu que ça fait 4 mois qu'ils sont lancés, depuis le temps, ils ont dû écumer déjà tous les jeux qu'ils avaient disponibles sur la plateforme. À peu de choses près, hein, je troll un peu, mais ça doit être ça. Donc, bon, l'intérêt est très limité. Mais c'est surtout que Stadia, tu dois acheter la manette, encore aujourd'hui, quoi. Oui. Et la Chromecast 4K, enfin, pour l'instant. Encore une fois, il n'y a pas de frais d'entrée. Si vous voulez tester Stadia, GeForce Now, on s'inscrit sur le site et puis c'est tout. On télécharge une application et c'est terminé. Et on peut jouer à n'importe et ça marche. Donc c'est comme ça que Google aurait dû le faire, au moins au départ. Ou qui permet d'acheter des jeux spécifiques à Stadia derrière, pourquoi pas. Mais voilà, là voilà. Bon, après, ils ont un petit biais boire quand même, Nvidia avec. Ils ont, après, ils ont des piliers boire, c'est-à-dire que déjà Activision a retiré ses jeux, Activision Blizzard. Du coup, on pourra pas jouer à Warcraft 3 Reforged sur GeForce Now. Ah, mais c'est Mais dommage. c'est dommage. Et non, et puis là, c'est Bethesda qui hier a annoncé retirer son catalogue de jeux. Donc ça, c'est un peu chiant. Je vois pas trop l'intérêt des éditeurs à faire ça, à part passer pour des gros connards, parce que le jeu, tu l'achètes. Bon, en même temps, d'un côté, on a Activision et Blizzard, donc je pense Oui. qu'on a dit suffisamment ce qu'on pensait d'eux récemment. D'un côté, derrière Bethesda, c'est quoi, Zenimax, donc qui sont pas non plus des rigolos. Hein. Non, mais comme je dis, mais même comme ça, je vois pas leur intérêt. C'est-à-dire que le jeu, Mais moi, je vois aucun intérêt. ça ne les prive pas de vente. À aucun moment, et ça permet au contraire. T'as pas la machine pour jouer à Doom Eternal qui va sortir, tu te l'achetais sur ton compte Steam et tu jouais sur GeForce Now, je vois pas le manque à gagner pour eux. Ben, moi je pense que c'est plus une question de contrat d'exclusivité éventuellement qu'ils ont pu signer avec peut-être Google ou avec Microsoft ou avec Sony, va savoir. Peut-être, ou tout simplement que pour eux c'est un nouvel usage et ils veulent leur part du gâteau, tout simplement. Oui, ils veulent contrôler. Mais oui, non, mais c'est ce que je veux dire. Soit ils ont signé un accord, soit éventuellement ils veulent contrôler et dire maintenant on veut contrôler nos jeux et qui peut les distribuer. Ouais, mais c'est ce que je dis, à part passer pour des gros connards, je vois pas l'intérêt. Ah, mais c'est vrai que je disais derrière, c'est Blizzard Activision et Zenimax. Hein. Ouais. C'est pas, tu vois, dans le type studio de connards, en étant vulgaire, il se pose quand même là, quand même. Après, Ubisoft, qui croit toujours au streaming, lui apparemment permet d'utiliser à peu près tout son catalogue, sans trop de problèmes. Bah, voilà, Guillemot, bravo. Non, mais lui, il y croit, de toute façon. Il y croit à fond. Oui, bien sûr. Voilà, mais... Oui, et puis c'est jamais été trop dans leur politique d'essayer de fermer les nouveaux usages. Ils sont plutôt bienveillants, Ubisoft, à ce niveau-là, j'ai la sensation. Bah, c'est les seuls, par exemple, à avoir, quand ils ont lancé leur plateforme de jeu avec Uplay, à pas avoir retiré leur jeu de Steam, par exemple. Oui. C'est tout con, mais bon, ils ont quand même obligé à utiliser Uplay, hein, ce qui est toujours une... Oui. Voilà. Mais au moins, on pouvait l'acheter sur Steam et le lancer sur Uplay quand même, quoi. C'était pas fermé. Alors que Electronic Arts, ça y est, fait enfin machine arrière avec Origin, mais pendant très longtemps, on voulait un jeu Electronic Arts, c'était uniquement sur Origin qu'on pouvait l'acheter, quoi. Oui. Bref, pour revenir sur l'histoire quand même de streaming, hein, c'est quand même, on voit que c'est un sacré bazar quand même. Ouais. Au final, hein, c'est quand même un marché qui reste très balbutiant. Il y a des solutions sur le marché, mais il n'y en a pas vraiment qui soient vraiment Après, moi, ce que j'aime satisfaisantes. beaucoup, c'est qu'aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression d'assister à un combat de grenouilles dans une mare, quoi. C'est qu'on a l'impression qu'ils sont tous en train de se jeter là-dessus en pensant que c'est le prochain Eldorado. Moi, je continue à croire que c'est un marché de niche et j'ai du mal à croire que c'est le jeu vidéo de demain. Perso. On va revenir surtout au problème initial, c'est quelle est ta connexion. Ben c'est ça. Et bon, enfin, on va pas refaire le débat, on l'avait déjà fait avec Stadia, mais c'est quelle est ta connexion, et même avec une très bonne connexion, il y a certains types de jeux qui seront jamais réellement praticables en streaming. Donc bon, ouais, ok. Oui, non, mais moi je suis comme toi, je reste dubitatif à ces positionnements en fait sur un marché qui me paraît très étroit, où tout le monde va avoir sa part, mais une part de pas grand chose en fait. Mais c'est ça. Ouais, comme je dis, j'ai l'impression qu'ils croient tous que c'est le prochain Eldorado absolu, etc. Et moi j'ai vraiment du mal à croire ça. Bon écoute, on va conclure sur ça. Voilà, c'est plein de petits débats aujourd'hui. On a bien échangé.
Écoute, bah, on se retrouve le mois prochain. Oui. Épisode 11, on approche de notre premier anniversaire. Bah, ce sera le premier anniversaire, Thomas. Bah non. Bah si. Non, épisode 11 le mois prochain. Bah oui, mais on en a pas fait en juillet. C'est pas faux. Donc ce sera l'épisode d'anniversaire le mois prochain. Je sais pas ce qu'on va faire. Peut-être qu'on va trouver une petite formule, un truc particulier, on va voir. Ou ce sera un épisode normal, je ne sais pas. On verra. Bah écoute, merci Bruno. Oui, et peut-être que j'aurai récupéré ma voix et que mon nez sera plus bouché, ce serait super. Mais comme on va arriver en mars, il y aura probablement du pollen, donc ce sera mort aussi. Eh ben écoutez, merci à tous. Vous pouvez les retrouver, d'ailleurs, pas le temps de jouer sur Twitter. Donc c'est normalement PLTDJ Podcast, si je dis pas de bêtises. Nous, ben voilà, on se retrouve après dans le mois prochain. Et ben écoutez, j'espère que ça vous a plu. Et puis n'hésitez pas à nous dire si vous aimez, vous aimez pas. Et puis on se retrouve le mois prochain. Salut Thomas. Allez, à plus Bruno. Allez, merci à tous. Bye bye.